France Maghreb 2. Au programme pour ce grand forum, premier numéro de la semaine en ce 11 février jusqu'à 18h avec cette question du jour aujourd'hui. Après 13 semaines de manifestations et de nombreux blessés, soutenez-vous le mouvement des Gilets jaunes? On en parle dans quelques minutes avec Nassim Lachlache et vous au 01 40 33 9000. Vous répondez bien sûr à cette question sur Facebook, France Maghreb 2 ainsi que sur Twitter, le grand forum FM2. Invité de l'entretien du LGF, Emmanuel Dupuis, qui est délégué général chargé des questions internationales des centristes. Nous y reviendrons tout à l'heure, entre 17h et 18h. Il sera notre invité dans l'entretien du LGF. Sans oublier, et pour finir cette émission, le zapping en fin d'émission. LGF, le grand forum, bienvenue à vous en ce lundi. Nous sommes aujourd'hui le 11 février. J'espère que vous allez bien, en pleine forme pour attaquer cette nouvelle semaine sur France Maghreb 2. Avec, pour nous accompagner en ce lundi, et bien notre ami Nassim Lachlache. Comment il va, monsieur Lachlache? Très bien, Christophe, très bien, merci. Ravi de te recevoir à nouveau. Cher Nassim, nous aurons un invité tout à l'heure dans le cadre de l'entretien du LGF. Chaque lundi, un invité, bien sûr. Aujourd'hui, c'est quelqu'un d'assez méconnu finalement, mais qui fait partie du nouveau centre, vous savez, le parti d'Hervé Morin. J'ai découvert d'ailleurs qu'il y avait plein de partis de centre. Il y a l'UDI, il y a le MoDem. Et il y a donc le nouveau centre auquel fait partie donc Emmanuel Dupuis qui sera notre invité dans quelques minutes sur France Maghreb 2, cher monsieur Nassim Lachlache. Il est lui chargé des questions internationales, donc on va pouvoir explorer avec lui le volet international, et il y a de quoi dire et de quoi faire et de quoi commenter. Mais juste auparavant, oui, on va parler de ces gilets jaunes. On en est à l'acte 13 et la question aujourd'hui, est-ce que vous les soutenez toujours après 13 samedis de manifestation, après tous ces blessés? Les gilets jaunes font encore l'actualité. François Berléand, qui il y a 2 jours a dit avec des mots un petit peu qu'il en avait marre de ce mouvement des gilets jaunes. De ce mouvement. Depuis le début, ils me font chier les gilets jaunes. Médiatiquement, vous craignez pas les conséquences de ça? J'en ai rien à foutre. Qu'est-ce que j'en ai à faire? À un moment donné, il y a des gens qui pensent comme moi aussi. Stop aux gilets jaunes, quoi. Bien maintenant, les mouvements de soutien à Éric Drouet et les gilets jaunes, les moins réfléchis, appellent à aller l'attendre à la sortie de sa pièce de théâtre pour aller, je cite, s'occuper de lui. Donc c'est ça qui est vraiment dérangeant. Devant l'Assemblée nationale, au milieu des heurts, un gilet jaune a été très grièvement blessé. L'homme d'une trentaine d'années, plombier de profession, a eu 4 doigts arrachés, probablement à cause d'une grenade de désencerclement. C'était une blessure grave qu'évidemment je regrette. Je pense d'abord à lui et j'ai demandé un certain nombre d'éléments. On a déclenché immédiatement une enquête judiciaire. Il m'a dit, on est arrivé devant l'Assemblée nationale hier. On devait continuer le cortège, déclaré boulevard Saint-Germain. La police a tout bloqué et nous a aspergé de gaz. Et à ce moment-là, des éléments violents, des gens dangereux, ont été laissés rentrer devant les caméras de télévision. Il y a eu une attaque contre le fronton de l'Assemblée nationale, des gens qui manifestement voulaient rentrer dans l'Assemblée nationale. Les gendarmes se sont déplacés d'ailleurs pour protéger les grilles et se sont retrouvés à un moment donné encerclés face à une foule très hostile, et ils ont voulu se désencercler, comme vous le dites. J'accuse le gouvernement chaque semaine de scénariser ces violences pour discréditer un mouvement social sincère et profond. Le domicile de Richard Ferrand dans le Finistère, qui a également été ciblé par une tentative d'incendie, qui a d'ailleurs partiellement brûlé. Les premiers éléments de l'enquête font apparaître des motivations criminelles. Il y a eu de très nombreuses condamnations politiques, celle de Nicolas Dupont-Aignan, celle également de Marine Le Pen, ici sur ce tweet. Moi j'ai envoyé un texto à Richard Ferrand dès le soir, parce que j'étais choqué, je pense comme beaucoup d'élus, et puis... plus Richard Ferrand est un de ceux qui, quand nous avons eu, par exemple, maille à partir avec l'extrême droite, des menaces, etc., a toujours le mot qu'il faut. Donc c'était encore plus spontané de ma part, mais on ne connaît pas l'origine. On sait que c'est un incendie criminel, mais on ne connaît pas l'origine. Voilà, encore beaucoup de violence, beaucoup trop de violence donc observée ce week-end à l'occasion de cet acte 13. La question est toute simple aujourd'hui, est-ce que vous soutenez les gilets jaunes après 13 samedis de mobilisation, après autant de blessés, beaucoup trop de blessés? Cher Nassim, un petit peu ton avis sur la question, est-ce que les gilets jaunes, de quel œil tu les perçois? Est-ce que tu les soutiens ou pas? On veut tout savoir. Écoute Christophe, là on est à l'acte 13. Oui. On voit que c'est quelque chose en tout cas qui s'inscrit dans le temps. On peut pas nier que
qu'il y a quelque chose, parce que il y avait un certain nombre de personnes, en tout cas à l'antenne ici, il y a eu énormément de débats sur cette question. Depuis 13 semaines, on a eu le temps d'en parler. Absolument. Il y a eu énormément de personnes qui pensaient que ça allait faire pchit, je cite, ou autre. On constate que le mouvement est toujours ancré. Il y aurait, alors je mets ça au conditionnel, une baisse de mobilisation. Je dis bien conditionnel parce que les seuls chiffres que l'on a sont ceux du ministère de l'Intérieur. Or, tout le monde sait, et ce n'est pas qu'être complotiste que d'affirmer ça. Tout le monde sait que le ministère de l'Intérieur a tout intérêt à minimiser la mobilisation, comme les syndicats surévaluent la mobilisation. Voilà, c'est un petit peu la règle du jeu. Aujourd'hui, on a 15 sons de cloche, et donc on est de mémoire, hein, je parle sous ton contrôle, on a 53 000 personnes qui auraient été mobilisées dans toute la France, un petit peu moins que la semaine dernière, qui était déjà en baisse par rapport à la semaine précédente. Moi, à titre personnel, je ne crois pas à cette baisse de mobilisation, je pense plutôt à un regain. On constate malgré tout on constate un Emmanuel Macron comment dire, en très grande forme dans les sondages, du moins, au même niveau qu'avant les Gilets jaunes. Voilà, pour répondre à ta question, puisque là j'ai planté un petit peu le décor, pour répondre à ta question, moi je soutiens un certain nombre de revendications qui sont portées par les Gilets jaunes, évidemment. À titre personnel, il serait intéressant d'essayer de comprendre pourquoi je n'ai jamais manifesté aux côtés des Gilets jaunes. C'est parce que je n'y trouve pas ma place, mais je considère que... Pourquoi ? C'est difficile. Alors c'est vrai que ça a commencé assez spontanément, donc au départ c'était un peu compliqué de se dire j'y vais pas. Et puis très rapidement il y a eu des choses. Alors je pense que ça a été aussi quand même assez instrumentalisé, parce qu'on veut absolument démontrer que les gilets jaunes c'est soit l'extrême droite soit l'extrême gauche. Je veux dire, on peut pas partir du principe que c'est des gens lambda qui ont juste envie de finir leur fin de mois et qui revendiquent voilà, c'est peut-être un peu caricatural quand je dis manger fin de mois, mais c'est des slogans qu'on entend et qu'on voit inscrits aussi sur les manifestations. Donc il y a une frange de droite, d'extrême droite et d'extrême gauche qui est là-dedans, ça c'est clair et net. Mais de là à dire que c'est complètement noyauté, en plus selon les articles et selon les courants journalistiques auxquels on peut se référer, on constatera que c'est souvent soit l'ultra droite, alors c'est l'ultra droite, hein, et maintenant c'est plus l'extrême droite, et l'extrême gauche ou la gauche radicale, etc., etc. Voilà, mais c'est vrai que l'instrumentalisation qui en était faite à un moment donné par c'est même pas des dérives, c'est des actes racistes en tout cas qui ont été commis au départ je le rappelle bien au départ. C'est vrai que ça m'a un petit peu refroidi. Et j'ai pris un peu de recul sur la question. Voilà, c'est l'une des raisons pour lesquelles, pas que, mais c'est l'une des raisons. En tout cas, on vous pose la question aujourd'hui, vous y répondez sur Facebook France Maghreb 2. Est-ce que vous soutenez les Gilets jaunes après 13 actes, après beaucoup de blessés? Est-ce que vous les soutenez, les Gilets jaunes, ou pas? Vous êtes 82% à les soutenir sur Facebook, un peu moins sur Twitter, le grand forum FM2, 69%. Vous continuez de voter évidemment, et vous nous appelez au 01 40 33 9000 pour nous dire si oui vous les soutenez, pourquoi, et pour nous dire aussi pourquoi vous ne les soutenez plus ou les soutenez pas. Tout simplement, est-ce que vous émettez comme Nassim Lachlache une certaine réserve? Vous nous appelez pour nous le dire au 01 40 33 9000, bien entendu, comme chaque fois, chaque jour, la possibilité de vous exprimer. Alors, au surlendemain d'une journée de mobilisation qui à nouveau a été marquée, Nassim, par des violences, tout cela fait réagir évidemment le gouvernement français, et même au-delà des syndicats aussi. Incendie contre le domicile de Richard Ferrand, attaque contre l'Assemblée nationale et acte antisémite, ne rien céder jamais, a tweeté le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, alors que la députée LREM de Paris, Élise Fagelet, a partagé son ras-le-bol à force de voir dénoncer l'antisémitisme semaine après semaine. Et c'est vrai que on a retrouvé effectivement ce fameux tag à Paris, un tag antisémite, et le gouvernement et certains responsables politiques appuient là-dessus. Évidemment, j'ai envie de dire, est-ce que c'est de bonne guerre ou pas, bien que évidemment on dénonce de tels actes parce que c'est scandaleux, que ce soit un tag antisémite, raciste ou que sais-je encore, mais à chaque fois appuyer là où ça fait mal, pour dire quoi? Pour dire que les gilets jaunes sont des antisémites, quoi, en fait. S'ils sont pas antisémites, ils sont homophobes. S'ils sont pas homophobes, ils sont islamophobes. S'ils sont pas islamophobes, ils sont forcément quelque chose. Je pense que sincèrement, les mouvements des gilets jaunes, et aujourd'hui à l'image de
la France en fait, est assez représentatif en fait de ce que des courants qui traversent aujourd'hui notre époque. Ouais. On a quand même plus de 30% de personnes qui votent Front National. Donc aujourd'hui, s'étonner que dans les gilets jaunes, enfin la logique voudrait qu'environ 30% des gilets jaunes soient plutôt d'orientation Front National. Enfin, je veux dire, ce serait quelque chose qui serait complètement logique. Alors ça ne signifie pas, je ferai pas cet amalgame stupide, de dire que tous les gens qui votent Front National sont racistes. Non. Ils votent pour un projet politique raciste. Ça, c'est clair et net. Ça, c'est sûr. Maintenant que les personnes qui votent, il y a diverses raisons. Il y a un mal-être, il y a tout un tas de trucs. On n'est pas là pour faire la typologie des votants au Front National. Mais voilà, c'est assez surprenant d'à chaque fois de se dire, ah bah tiens, voilà, c'est comme si en France, on allait faire un micro-trottoir sur 100 000 personnes et qu'on se dise, ah bah il y a des gens antisémites et des gens qui n'aiment pas les Arabes et les Noirs. Mais bien évidemment, c'est évident. Alors c'est à condamner avec la plus grande fermeté, c'est à combattre, il faut effectivement se mobiliser, mais de là à toujours vouloir un peu rabâcher la question et dire que les gilets jaunes sont ceci, sont cela. Enfin voilà, Éric Drouet hier c'était un mec du Front National, aujourd'hui c'est un mec pro Mélenchon. Je le connais pas et voilà, j'adhère pas particulièrement à sa personnalité, mais en tout cas il a le mérite de se mobiliser et d'essayer de faire quelque chose. Et ça c'est tout à fait louable. Alors, c'est un dessinateur, Johan Spark, que vous connaissez peut-être, qui lance l'accusation la plus explicite sur Facebook. Je garde un silence de tombe depuis cette histoire de gilets jaunes. On ne parvient même pas à se souvenir du nombre de banderoles aux graffitis anti-juifs qui ont explosé depuis le début du mouvement. Voilà donc ce sujet évidemment qui est appuyé par beaucoup, même si des gestes et paroles antisémites ont été observés dans certains défilés. Les gilets jaunes, on a vu par exemple mimer un geste antisémite popularisé par Dieudonné. D'autres avaient proféré des propos antisémites violents lors de l'acte 12 des gilets jaunes à Strasbourg. Rien ne permet pour le moment en tout cas d'attribuer ce tag antisémite à un ou plusieurs gilets jaunes, parce qu'il peut s'agir évidemment de personnes d'extrême droite qui auraient pu faire effectivement ce tag. Soyons prudents et en besogne, parce que c'est très important de ne pas s'emballer. Et encore une fois, il ne s'agit pas de minimiser et bel et bien de condamner, mais faisons attention à ne pas faire d'amalgame, quoi. C'est possible de dire un mot, Christophe? Oui, là c'est bien sûr. Encore le temps. Sur cette question, il y a deux choses dans ce que tu as dit. La première, je m'en souviens plus, donc ça va revenir. La question du à quoi bon systématiquement, et ça on le dit, on le répète, on le martèle et on le répète, à quoi bon systématiquement parler de la question de l'antisémitisme, c'est-à-dire qu'il faut parler de la question du racisme de manière générale, de façon générale. Aujourd'hui, le mouvement des Gilets jaunes, je le disais, est traversé, comme la France est traversée, comme d'autres pays d'ailleurs aujourd'hui, par le populisme et par tout un tas de choses, et le nationalisme aussi accru et exacerbé, est traversé par tous ces courants-là fascistes, je sais pas comment on peut les appeler, en tout cas voilà, il y a du racisme, c'est un fait. Mais que ce racisme soit de l'antisémitisme, de l'islamophobie, de la négrophobie, de la romophobie ou autre, c'est pas que ce n'est pas important. Bien évidemment, c'est important de derrière détricoter. Mais pourquoi à chaque fois vouloir mettre l'accent sur la question de l'antisémitisme? Alors c'est lié forcément à l'histoire de France, ça va de soi, mais aujourd'hui la France est en train d'écrire une autre histoire. Et on sait qu'on a d'autres formes de racisme qui sont complètement sous-traité. La deuxième chose que je voulais dire, c'est sur la question, alors je suis absolument pas un ardent défenseur de Dieudonné, loin de là, la question n'est pas là. La question est d'essayer de voir ce qui est légal, ce qui est pas légal. Son anniversaire d'ailleurs aujourd'hui. Etc. Très bien, c'est cool. Elise Moul lui souhaitera un joyeux anniversaire. Oui, bah, mais évidemment. Ce que je veux dire, c'est que parce que t'as parlé du geste de la quenelle, c'est ça dont on parle. Hein. La quenelle qui franchement, il faut que je le rappelle à nos auditeurs, en tout cas pour ma part, n'est absolument pas un geste antisémite. C'est-à-dire que c'est Bernard-Henri Lévy, donc l'intellectuel, le philosophe, c'est Bernard-Henri Lévy qui a commencé à dire que c'était un signe nazi inversé, qui a commencé à dire que c'était alors que initialement, puisque c'est un acte c'est un geste en tout cas que Dieudonné pratique dans ses spectacles bien avant en plus toutes les polémiques qu'il y a pu avoir, ça signifie une quenelle, une carotte, signifie que c'est un système voilà, c'est ça la définition du truc. Après on en fait ce qu'on veut et effectivement il joue de cela, aujourd'hui cette personne, Dieudonné joue de cela parce qu'il sait que ça renvoie un certain nombre de choses. Mais je pense qu'il faut pas tomber facilement dans ce genre de
d'affirmation. Voilà. Manuel Valls aussi était derrière cette ligne en disant, et aujourd'hui manifeste avec l'extrême droite. Ouais, on en parlera tout à l'heure d'ailleurs. Voilà. Incroyable. Karim est avec nous. Bonjour Karim. Oui, bonjour. Bonjour Karim. Vous nous appelez d'où, cher Karim? De Melun. De Melun. 01 40 33 9000. Karim, est-ce que vous soutenez les gilets jaunes, vous ou pas? Oui, je les soutiens. Pourquoi vous les soutenez? Parce que d'un côté, voilà, ça fait un petit moment qu'ils ont raison, ce qu'ils ont fait, mais après, le délire de gilet jaune là, c'est pas bon, parce qu'en fait, normalement, quand on est citoyen, on doit se rebeller pour quelque chose. On n'a pas besoin de gilet jaune ou foulard rouge ou une description comme ça. J'ai l'impression qu'à cause de ça là, c'est parti un peu, je sais pas, ça devient un peu bizarre. C'est devenu, ça passe sur les plateaux, on sait même pas qui gère qui parle de quoi, on sait même plus. Au début c'était bien, et là maintenant ça y est, on comprend plus rien. Donc avec les médias qui disent qu'il y a personne, et après on voit qu'il y a grave du monde sur Paris. En fait c'est du n'importe quoi maintenant, c'est malheureux. Donc vous les soutenez, vous les souteniez au début? Je les ai toujours soutenus, je les soutiendrai toujours, mais bon, les vrais gilets jaunes. Ouais, les vrais gilets jaunes. Voilà, très bien. Pas ceux qui se font passer pour les gilets jaunes, qui cassent les vitrines. Non mais ça, il faut le dire quand même. Au bout d'un moment, il faut le dire. Ce ne sont pas des gilets jaunes, ce sont des gens d'ultra gauche pour la plupart, faisant partie de ce qu'on appelle les antifas ou des black blocs, qui passent leur samedi et profitant des gilets jaunes pour aller faire leur violence, pour commettre des actes absolument incroyables, c'est-à-dire de casser des banques. C'est des gens en fait qui en veulent et qui en ont après le capitalisme. Donc tout ce qui se rapporte au capitalisme pour eux est une cible. Et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs rue Vaugirard à Paris samedi, avec des banques, avec des compagnies d'assurance, avec plein de choses. D'ailleurs il y a apparemment il y a des flics qui sont rentrés un petit peu en immersion. Ils ont suivi un type comme ça qui a passé sa journée à casser. Et ils l'ont laissé faire et ils l'ont interpellé genre sur les Champs-Élysées en fin de cortège. Donc à mon avis lui il va prendre cher. Mais moi ce que je me pose comme question c'est que on nous dit que ces ultra violents là ils sont connus. Mais qu'est-ce qu'on attend pour les arrêter quoi? Qu'est-ce qu'on attend pour les mettre en hors état de nuire? Est-ce qu'il y a une volonté peut-être d'instrumentaliser un petit peu la violence pour essayer de dire voilà les gilets jaunes à Paris ou en France voilà ce que ça donne de la violence alors qu'on sait qui fait quoi. Ils le savent très bien. Voilà, non, mais bon, mais comment vous les interpellez? C'est la police. On peut pas interpeller la police. Non, mais ça, après, peut-être qu'il y a effectivement des polices qui se déguisent. Moi, j'en sais rien. Je suis pas là pour dire ça. Mais non, mais il y a des vrais mecs, des black blocs et d'ultra gauche qui commettent ce genre d'acte. Faut le dire, hein. Voilà. Oui, faut le dire. Mais ouais, mais à cause de ça, à cause de comment vous dire, le fait de se taire à chaque fois, de pas dire la vérité, il y a la police est liée pour beaucoup de choses aussi. Même là, on parlait des violences, tout ça. C'est pas normal. La police est liée pour quelque chose. La police, ça serait au début, le premier acte de Gilets jaunes, la police, elle aurait été correcte. Tout le monde aurait été correct. Elle n'a pas été correcte. Elle n'a pas été correcte. Je dis pas que certains ont foutu le bordel, mais elle n'a pas été correcte. À cause de ça, voilà, et ça aurait pu finir, voilà, dans de mauvaises. Merci Karim. Merci beaucoup en tout cas pour votre avis. Donc on a bien compris, vous les souteniez et vous soutenez aujourd'hui les vrais gilets jaunes, ce que vous appelez vous les vrais gilets jaunes. 01 40 33 9000 pour voter bien sûr sur Facebook France Maghreb 2, sur Twitter le grand forum FM2. Nassim, c'est vrai que ce que dit Karim est pas inintéressant, c'est qu'il y a une fracture qui est tout à fait observable depuis ce mouvement en fait des gilets jaunes entre la population, le peuple et la police. Alors déjà par rapport à ce que tu disais avant, tu sais par exemple d'instrumentaliser un petit peu la violence pour décrédibiliser le mouvement, c'est ça. On voit bien que ça fonctionne puisque notre ami de Melun qui vient de nous appeler, la manière dont il a présenté les choses, je les soutiendrai, mais en même temps il fait une dissociation entre les uns et les autres, et en nous disant aussi aujourd'hui c'est devenu un peu n'importe quoi. On constate que ça fonctionne. C'est-à-dire que ça fonctionne. On veut nous faire croire, nous laisser croire qu'aujourd'hui, les gilets jaunes, on sait pas ce qu'ils veulent, on sait pas ce qu'ils font, c'est tous des casseurs, ils sont tous méchants, etc., alors qu'il y a des revendications qui émergent et qui sont plutôt claires. Tout le monde a dû voir cet avocat, Monsieur Boulot, je me souviens plus son prénom, qui s'exprime extrêmement bien et qui arrive à poser en tout cas sur le tapis des problématiques dignes
franchement, ce mec il devrait être député, je veux dire, et faire les lois limite. C'est gravissime. Il est en capacité d'expliquer ce pourquoi l'ISF ne fonctionne pas avec des éléments dont on ne dispose pas forcément. Voilà, on peut pas tout savoir sur tout. En tout cas, il connaît très bien son sujet. Bah, des personnes comme ça, on peut pas dire qu'elles sont incohérentes et qu'on sait pas où elles vont aller. Alors par rapport à la fracture, ta question initiale, la fracture avec la police, je vais un peu me répéter avec ce que je dis souvent, mais c'est que cette fracture existait déjà. Et aujourd'hui, ce qui se passe sur Paris et ce que vivent aujourd'hui les Gilets jaunes, c'est ni plus ni moins ce qu'ont vécu les quartiers populaires depuis 30, 40 ans, 50 ans. Et c'est l'expérimentation d'un certain nombre. Sauf que là, la France profonde découvre cette violence policière. Tout à fait, découvre. Elle l'applaudissait exactement lorsqu'elle était en banlieue en 2005, par exemple. Exactement, parce que aussi ces personnes-là étaient peut-être aussi dans une matrice, en se disant, ils croyaient peut-être plus dans ce système-là, et c'était peut-être d'autres conditions. Je veux dire, 2005 c'est 2005. Après on a eu 2008, la fameuse crise, la soi-disant crise du shutdown de je ne sais quoi, de je sais pas quoi, de trucs. Ça c'était peut-être qu'à ce moment-là, à cette époque-là, ils étaient. C'est François Boulot dont tu parlais tout à l'heure. Merci, c'est ça, François Boulot. À cette époque-là, ils y croyaient peut-être plus, et comme on leur laissait croire à la télévision que c'était une bande de casseurs, une bande de racailles, une bande de ceci, une bande de cela, et que c'était une horde de Noirs et d'Arabes qui déferlaient, tu vois. En plus, il y avait eu des incendies d'écoles, enfin des choses complètement hallucinantes, complètement stupides, qui décrédibilisent carrément. Même si tu veux revendiquer le fait que oui, dans ton bâtiment il n'y a pas d'ascenseur. Voilà, les conditions sont difficiles, j'entends bien. Brûler une école, je crois que ça c'est unanimement condamnable, je veux dire. Et donc voilà. Donc peut-être qu'à cette époque-là, ils étaient pas. J'essaie de leur trouver des excuses, tu vois, pour essayer de comprendre. En tout cas, aujourd'hui, ils découvrent cela. Je trouve ça bien. Alors non pas les violences qui sont faites aux personnes, non pas la personne qui a perdu une main, non pas la personne qui a perdu un œil, bien évidemment pas ça. Mais je trouve ça bien qu'aujourd'hui on soit plus ou moins sur le même plan d'égalité, et que tout le monde se rende compte que la police elle n'est pas là que pour nous protéger. Et elle peut aussi parfois violente. Rappelons que cette police est sous les ordres, donc voilà, elle n'agit pas seule. Moustapha est avec nous. Bonjour Moustapha. Ouais, bonjour à tous. Bonjour Moustapha, vous nous appelez d'où? Je suis sur la A4 là, sur Paris. Très bien. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe, Moustapha? Moi, je voudrais réagir par rapport les actes antisémites qui ont été trouvés. Moi, je voulais dire quand même, faites attention, parce que comment dirais-je, la LDJ, tous ces trucs-là, des fois, ils font ça pour provoquer. Eux-mêmes marquent des actes antisémites pour faire croire que, regardez, il y a eu des actes antisémites. Et ça a été prouvé. Et combien de fois ils ont été attrapés pour ça déjà. Donc faut faire attention avant de dire que c'est des actes antisémites, voilà. Donc par rapport à ça. Après, mon autre question, c'est par rapport aux Gilets jaunes. Je veux dire, on les soutient, ou soit on est avec eux, mais à partir de quand on est Gilets jaunes? C'est-à-dire que nous, quand on les soutient, est-ce qu'on n'est pas Gilets jaunes? Est-ce qu'il y a une, comment dirais-je, une limite? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut être en dessous du SMIC, il faut être Gilets jaunes, faut gagner un peu plus? Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ouais, après, si vous voulez, il y a effectivement ceux qui gagnent plus que le SMIC et qui les soutiennent dans leurs revendications. Ça veut pas forcément dire qu'ils le sont eux-mêmes, Gilets jaunes, non, pas vraiment. Et puis à l'intérieur, moi j'en connais, à l'intérieur même des Gilets jaunes, vous savez, vous avez des gens aussi qui gagnent très très bien leur vie, qui ont, je sais pas ce qu'ils viennent faire là-dedans, mais bon, en tout cas, ils y sont quand même. Voilà. Ceci étant, oui. Moi, ce qui est dommage, c'est qu'on dit Gilets jaunes parce qu'on divise en fin de compte le peuple français. C'est-à-dire que normalement, ça aurait dû être une révolte du peuple entier, c'est-à-dire sans aucune discrimination. Et là, c'est une catégorie qu'on est en train de faire, et malheureusement, je pense pas que ça va aller loin pour moi. On en est à l'acte 13 quand même, Voilà, donc. Non, mais je veux dire, ils vont manifester, mais ils vont pas obtenir ce qu'ils veulent. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'ils ont été marginalisés, c'est-à-dire, si ça avait été le peuple français, là, ça aurait marché. Mais le problème, c'est qu'ils ont réussi à les isoler, et donc en faire une catégorie, et du coup ils vont devenir comment dirais-je, radicalisés, et donc ils vont les faire passer pour des terroristes bientôt, vous allez voir. Donc voilà. Bon, merci Moustapha. Pas bête ce que dit Moustapha finalement, Nassim. Oui, en plus comme il fait remarquer, c'est aussi avéré. Enfin là, je reste sur les thèses il faudrait être bête pour croire au complot, mais il faudrait être bête pour ne pas y croire aussi et ne pas s'interroger sur ces questions-là. Quand on constate que lors de
lors de la création d'Israël par les Européens, les Américains et compagnie, en tout cas par l'ONU. On constate qu'après ça, il y a eu des attentats au Maroc, entre autres. Je ne parle que du Maroc. Des attentats au Maroc pour faire fuir la population juive de ce pays, pour leur faire croire en fait qu'ils étaient menacés, alors que le roi du Maroc, rappelons-le quand même, avait protégé les Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, avait refusé de les donner, etc., etc. Donc laisser croire derrière aux Juifs marocains, donc les séfarades, qu'ils étaient menacés au Maghreb, c'était un peu gros. Donc ça a été prouvé et démontré que c'était aujourd'hui c'est de notoriété publique, hein. Donc n'importe qui peut taper sur internet, il y a des ouvrages sur la question et des articles sur le fait que voilà, des attentats ont été menés par Israël au Maroc afin de faire revenir la population et de la faire émigrer, tout simplement. Donc aujourd'hui on est dans une situation où en France on a la population juive la plus importante d'Europe, environ 500 000 juifs, et donc cette question peut se poser aussi. Alors pas jusqu'à des attentats, mais en tout cas des actes comme ça isolés pourraient favoriser éventuellement le départ de juifs de France. Alors, je précise que donc cette tension qui règne en France, c'est l'exécutif qui en a bien conscience, hein. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a dit hier regretter la grave blessure d'un manifestant, un homme d'une trentaine d'années qui, samedi, aux abords de l'Assemblée nationale, a eu la main arrachée. Et Christophe Castaner qui s'est exprimé sur ces violences lors de la manifestation des Gilets jaunes, mais également donc la tentative d'incendie contre le domicile du président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, qui, vous le savez, a été victime d'une tentative d'incendie. La parole politique a libéré ces violences, a dit le ministre de l'Intérieur, et le week-end qui s'est terminé donc par effectivement cette découverte de ce tag hier. Dans un instant, restez avec nous, on continue encore 2-3 minutes et puis on va accueillir notre invité qui est arrivé, monsieur Emmanuel Dupuis sur France Maghreb 2. Restez avec nous, bienvenue dans le Grand Forum avec Nassim Lachlache aujourd'hui. LGF, le Grand Forum, avec dans quelques minutes notre invité, monsieur Emmanuel Dupuis. Vous allez pouvoir découvrir, avec qui on va parler questions internationales principalement, mais pas seulement. Vous allez voir, quelqu'un de passionnant à découvrir dans un instant sur votre radio 01 40 33 9000 pour nous dire si oui ou non vous soutenez toujours, enfin vous soutenez les Gilets jaunes, parce que toujours il y en a qui ne l'ont pas soutenu dès le début d'ailleurs, par rapport à ce qui se passe. On en est, je le rappelle, à l'acte 13 et beaucoup de blessés, beaucoup trop de blessés, Nassim. Faut vraiment appuyer là-dessus. Des mains arrachées, des gens qui ont perdu un œil. On devrait, c'est-à-dire que le gouvernement initialement a, c'est vrai qu'ils ont été, enfin moi je trouve, à titre personnel, qu'ils ont été très stratégiques dans le sens où ils ont dit bon, il faut en même temps que le droit de la liberté de manifester soit assurée, mais en même temps la liberté de circuler soit aussi assurée. C'est assez quand même stratégique. Et c'est-à-dire qu'en même temps, on leur dit pas de pas manifester, mais il faut que vous déclariez vos manifestations, etc. On constate que malgré les déclarations, il y a quand même toujours des heurts et autres. À quoi bon déclarer une manifestation si derrière en plus, enfin bon, ça c'est une autre question. Et au niveau des blessés, chaque semaine on a un cas. Hein. Chaque semaine on a un œil, on a une main, on a ceci, on a cela, et on oublie que derrière c'est pas seulement des chiffres, des numéros, et ce sont des personnes qui ont un métier. Le dernier en question, si je ne m'abuse, il était plombier, donc 4 doigts en moins, il peut plus bosser, ça y est, c'est fini. Et après il va falloir qu'il fasse aussi qu'il fasse valoir ses droits au niveau de la sécurité sociale et au niveau d'autres, pour qu'il puisse être reconnu comme travailleur handicapé s'il peut encore travailler, ou etc. C'est-à-dire qu'en plus il a des démarches qui sont lourdes, parce que l'administration française est très lourde à effectuer derrière. Donc oui, trop de blessés. Des journalistes touchés aussi, hein. Il y a des journalistes qui disent avoir été victimes de violences policières. Alors des journalistes qui ont été victimes de violences policières et de violences des Gilets jaunes. Oui, aussi. Enfin, encore une fois, qu'est-ce qui est les Gilets jaunes, qu'est-ce qui est pas Gilets jaunes, ça c'est un autre débat. C'est un autre débat, mais en tout cas voilà, des personnes qui s'en sont pris. Bon, on peut que condamner la violence, ça c'est clair. On va pas d'où qu'elle vienne. Voilà, d'où qu'elle vienne, ça c'est pas la question, mais en tout cas on peut essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et on accueille tout de suite un auditeur qui est avec nous, 01 40 33 9000. Malik, bonjour Malik. Oui, bonjour. Malik qui nous appelle de Chelles. De Chelles, c'est ça. Ouais. Qu'est-ce qui se passe, Malik? Ça capte mal à Chelles. Ouais. Ça capte mal. T'es obligé de la sortir. Il était obligé. Bon, alors Malik, on soutient ou pas les Gilets jaunes chez toi, Malik? On soutient de tout cœur. On est avec eux et on attend juste que l'État. En fait, c'est la solution. Elle est très très simple. Ouais. De dialoguer, de trouver une solution, puisque au bout d'un moment, on a mis les Gilets jaunes, mais je pense qu'on va passer de l'autre côté. On va devenir casseurs parce que l'État ne nous entend pas.
et ça commence à être un ras-le-bol. Ça fait 13 semaines, quand vous avez en face de vous des policiers qui vous disent, parce que moi je suis VTC et je suis gilet jaune. Il y a manifestation aujourd'hui. Comment? Demain. Ah, c'est demain, autant pour moi. Aujourd'hui, c'était les auto-écoles. Autant pour moi. Ouais. Les auto-écoles. Ouais. Demain à 6, tout le monde à porte de fin, Inch'Allah. Oula. Et, donc voilà, prévu demain matin, ça va être chaud. Hein. Ouais, voilà. Parce que vous avez en face de vous des policiers qui vous disent, moi je vais vous faire détester le fait de manifester, de sortir de chez vous, manifester, et vous allez voir ce qu'on va vous faire, c'est des menaces, alors que vous manifestez pacifiquement à la base, et au bout d'un moment ça commence à bien faire, on en a marre de sortir, de crier Macron démission, là c'est nous, on va aller chercher chez lui je crois, et on va venir tout percer chez toi Macron. Au bout d'un moment, je n'appelle pas à la violence bien évidemment, mais faut que l'État nous écoute, faut trouver. Mais qu'est-ce que vous demandez, Malik, clairement aujourd'hui là, parce que moi j'entends, enfin, j'entends tous ces manifestants qui crient chaque samedi Macron démission, mais à quoi bon? Et une fois Macron a démissionné, après on fait quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est pas le but. Nous, c'est pas le but. Parce que ouais, mais c'est ce qu'on entend dans les manifs, hein. Je sais très bien, mais bon après toutes les revendications ne pourront pas être acceptées, bien évidemment. Bah évidemment. Mais oui. déjà, commencer par les plus basiques, je sais pas, beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses. Déjà le SMIC, certes, si vous voulez ne pas augmenter le SMIC, c'est une chose, mais faut déjà penser au pouvoir d'achat, faut déjà penser à plusieurs choses. Au bout d'un moment, on n'arrive plus à s'en sortir avec 1200, 1300, on n'arrive plus à s'en sortir. Et voilà quoi. Nous dans notre situation, les VTC, on est pris, je suis désolé, on est les vaches à lait, hein. On paye tout le temps, on paye, et au bout d'un moment, on en a marre. Ouais. Les amendes, les ceci, les cela, on s'en sort plus. Je vous donne juste un exemple, le boulevard Saint-Germain, oui, tout le monde le connaît. Ouais. Pour aller chercher un client à boulevard Saint-Germain, on est obligé d'emprunter juste 10 secondes la voie de bus. Et la mairie de Paris, ce qu'elle fait, c'est qu'elle utilise la vidéoprotection, pas la vidéo-verbalisation, la vidéoprotection pour justement nous mettre des amendes de 135 €. Comment vous voulez qu'on s'en sorte? Est-ce que le but c'est de travailler pour l'État ou le but c'est de fonder une famille, de s'en sortir facilement? Je ne dirais pas. Vous n'avez pas le droit d'emprunter les voies de bus, les VTC? Non, on n'a pas le droit malheureusement. Les taxis, oui. Les taxis, oui. D'accord. Même ne serait-ce que pour charger un client, on peut pas. On a, au bout d'un moment, 135 € pour une course à 6 €, ça vaut pas le coup. Comment on fait? Ouais. Au bout d'un moment, bon, Malik, on va rappeler ici qu'on ne cautionne absolument pas la violence et que moi je vous inciterai jamais à faire ce que vous avez dit parce que ça ne servira à rien. Mais au contraire, j'ai envie de vous dire que ça va vous desservir parce que plus il y aura de la violence, plus le gouvernement appuiera là-dessus pour vous marginaliser. Donc vraiment, je vous invite vraiment à réfléchir là-dessus et à mettre de côté tous ceux qui justement veulent faire de la casse parce qu'il y en a. Profitez de vos manifs et de vos revendications légitimes pour venir casser votre manifestation. Il faut les dégager ces gens. Ils ont rien à faire dans les manifs. Donc voilà, moi j'en ai assez fait des manifs pour voir qu'il y a des gens qui viennent délibérément déstabiliser ou casser alors qu'ils savent même pas pourquoi les gens manifestent d'ailleurs. Hein. Ils viennent juste pour casser. Merci Malik. Je suis désolé en tout cas parce que là, on va maintenant passer à notre entretien puisque nous sommes le lundi et comme chaque lundi sur France Maghreb 2, on a notre invité. C'est parti pour l'entretien du LGF pour ce lundi 11 février. Avec Nassim Lachlache, nous recevons aujourd'hui Monsieur Emmanuel Dupuis. Monsieur Emmanuel Dupuis, bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur France Maghreb 2. On vous a mis directement dans le décor, vous entendez les auditeurs s'exprimer sur les sujets évidemment du moment. Alors on va, avant de parler et rentrer peut-être en profondeur aussi bien sur l'actualité française mais aussi sur l'actualité internationale, puisque vous êtes, je crois, chargé des questions internationales au Nouveau Centre. Le Nouveau Centre, c'est le parti de Les centristes, ça s'appelait avant Nouveau Centre. Bon, les centristes, c'est le parti de Monsieur Hervé Morin. Absolument. Alors pourquoi vous avez quitté l'UDI d'ailleurs ? Alors déjà, on n'est pas les seuls à avoir quitté l'UDI, puisque l'UDI est né d'une fusion de centristes, au sens propre du terme. Ouais. Des gens qui venaient du Modem, des gens qui étaient proches de François Bayrou, tout ça sous l'égide fédératrice de Jean-Louis Borloo, qui avait réussi ce tour de force en 2012 à rassembler des gens qui ne se reconnaissaient pas dans la précédente mandature auquel il avait appartenu, celle de Nicolas Sarkozy, et qui voulaient incarner un centre. Vous savez, les centristes sont souvent dépeints comme des gens qui n'ont pas d'idées et qui sont entre les principaux partis politiques, la droite ou la gauche. Le centrisme, c'est pas ça. Le centrisme, c'est une volonté de réformer. D'ailleurs, ça fait référence et écho par rapport à ce que vous avez évoqué tout à l'heure. Et donc l'idée a germé de créer un vrai parti centriste, réformiste, démocrate,
comme il peut y en avoir un petit peu partout en Europe, avec cette volonté aussi de se réapproprier un certain nombre de combats qui sont les nôtres. La démocratie étant le plus fédérateur d'entre eux. Vous vous retrouvez pas donc aussi bien dans le MoDem que dans l'UDI? Alors, qui sont aussi des partis centristes. L'UDI a été créé entre 2012 et 2017, et puis malheureusement, l'UDI a été victime des égos démissionnés des uns et des autres, des orientations qui parfois Jean-Christophe Lagarde, par exemple. Je n'ai rien dit. Il se trouve que Jean-Christophe Lagarde, vous avez raison de le dire, est président de l'UDI. Voilà. Mais il se trouve que beaucoup d'entre nous, et c'est le cas de ma famille politique, avons décidé en décembre 2017 de continuer à exister en tant que centriste, et je crois d'ailleurs que le centre n'appartient à personne. On a longtemps dit qu'Emmanuel Macron était centriste. Oui, Emmanuel Macron, par des aspects, est centriste, mais philosophiquement et la manière dont il gère la question des gilets jaunes le démonétise, si j'ose dire, et permet effectivement de porter un regard beaucoup plus critique sur ce centrisme. Vous êtes président aussi de l'IPS. Alors qu'est-ce que l'IPS ? Alors l'IPSE est un think tank, un laboratoire d'études qui travaille sur les questions internationales avec un certain nombre de chercheurs qui ont, pour certains, une connaissance du terrain parce qu'ils sont originaires des pays dont ils traitent, ou pour d'autres qui ont une connaissance académique. Donc c'est le mélange de cette capacité à analyser, à décrypter et surtout, contrairement à beaucoup de centres universitaires, à ne pas rester dans l'approximatif et le très éloigné, et de voir comment les positions stratégiques, les décisions géopolitiques des États ont des réalités sur le terrain. Parfois, quand on évoque les réfugiés syriens, on oublie qu'il y a des spécificités, des réfugiés qui quittent la Syrie, il y a des spécificités, il y a un regard en profondeur à apporter, et c'est ce qu'on essaye de faire à travers ce centre qui existe déjà depuis une trentaine d'années. Monsieur Emmanuel Dupuis, comment expliquez-vous que les centristes, ou d'ailleurs la plupart des gens du centre, ne sont pas beaucoup exprimés sur la crise sociale en cours, à savoir les gilets jaunes? Quel est un peu votre regard sur tout ce qui se passe depuis maintenant 13 semaines en France? Alors je pense que c'est une erreur de le dire ainsi, mais en même temps vous avez raison parce que les médias ne rendent pas compte. Donc c'est pas une erreur alors? C'est une demi-erreur ou une demi-vérité, si vous me permettez l'expression. Vous avez raison de dire que dans les grands médias, ce qu'on a l'habitude d'écouter, ou en boucle, je ne citerai aucune des chaînes, mais d'une certaine façon, vous y contribuez aussi en étant chaque semaine en train de parler de cette question, n'invite pas beaucoup les centristes, pour une raison simple, c'est qu'on préfère inviter des gens qui ont des visions contradictoires. L'extrême gauche contre l'extrême droite, les insoumis contre le Rassemblement national, les républicains contre le parti au pouvoir, donc la République en marche, avec de temps en temps des représentants du MoDem, mais qui d'une certaine façon n'empruntent que les éléments de langage du gouvernement actuel. Et donc c'est vrai que parfois nous sommes sous-représentés et que nous ne nous exprimons pas comme nous devrions nous exprimer. Nous avons un groupe parlementaire à l'Assemblée, nous avons un groupe parlementaire au Sénat. Comme vous l'avez dit, Hervé Morin est non seulement président des centristes, mais président de l'Association des régions de France. Il est également président d'une région, en l'occurrence la région Normandie. Donc nous avons aussi beaucoup d'élus locaux qui peuvent s'exprimer. Et là où je me permets de rajouter un élément par rapport à ce que vous avez dit, on nous entend beaucoup parce que nous avons beaucoup d'élus locaux qui sont aux côtés des Gilets jaunes pour les écouter, non pas pour les défendre ou pour s'y opposer, mais pour les écouter. Et je crois que ce que l'on voit dans les médias traditionnels chaque semaine, 13e et 14e la semaine prochaine, ce sont des manifestations qui cristallisent des mots d'ordre, mais derrière ces mots d'ordre, il y a un ressenti, il y a des réclamations, des doléances auxquelles les élus, notamment les maires, et nous en avons beaucoup, tentent de répondre. Nassim, peut-être une question là-dessus? Sur la question, non, mais c'est vrai que c'est une question. Enfin, j'aurais posé la même question que toi, Christophe. En réalité, c'est à savoir le fait qu'on n'entende pas beaucoup, y compris, les centristes de manière générale. Je veux dire que ce soit Bayrou, Lagarde ou Hervé Morin. Effectivement, vous le disiez entre guillemets, n'ont pas pignon sur rue, ne sont pas conviés. Mais il y a des fois d'autres manières aujourd'hui de pouvoir exprimer au-delà de l'instantanéité, c'est-à-dire de réagir à il y a eu un tel acte ceci, tel acte cela, il y a eu de la casse, il y a eu une main en moins, etc. Au-delà de réagir de ça, de parler en profondeur sur le mouvement, la question du grand débat par exemple, quel est un petit peu votre positionnement par rapport à cette question du grand débat?
Et la réponse en général fait d'ailleurs depuis le début de ce mouvement. Est-ce que l'exécutif a été à la hauteur des réponses à apporter? Est-ce que vous auriez fait, de quelle manière vous auriez agi, vous? Alors déjà, on aurait agi différemment en écoutant bien en amont, et on n'aurait pas attendu 13 semaines ou 9 semaines au moment où le grand débat, si je ne m'abuse, a été lancé pour pouvoir répondre à cette attente qui est une attente profonde, non pas seulement des Gilets jaunes, mais des Français. Au-delà du 1er décembre, pardon, monsieur Emmanuel Dupuy, que le président de la République a pris la parole solennellement en annonçant des choses. Certes, qui n'ont pas répondu aux attentes, mais il a annoncé des choses quand même. Alors il a annoncé ce que beaucoup d'entre nous ne cessons de réclamer depuis 10, 15 ou 20 ans. Ouais. Donc c'est bien qu'il l'ait fait. Ouais. Mais d'une certaine façon, comme nous le disons, mais que nous ne sommes pas suffisamment audibles, on ne nous entend pas forcément. Je continue pour répondre à vos deux interrogations. Il y a quand même un centriste dont on a beaucoup entendu parler ces derniers temps, et il faut s'en honorer, c'est Charles de Courson. Ouais. Charles de Courson qui s'est offusqué de la loi dite anti-casseurs. Absolument. En rappelant ce qui, lui, est son vécu familial. Ouais. Petit-fils de résistant, qui sait les dérives que cette loi peut apporter. Le délit de sale gueule, ou effectivement le flicage, ou le fait d'avoir des fichiers, et le simple fait de l'intention. Encore une fois, je crois qu'il faut évidemment faire la différence entre le bon grain et l'ivré, si j'ose dire, ceux qui manifestent et qui ont raison de manifester parce que leur pouvoir d'achat est obéré, ceux qui ne peuvent pas vivre en dessous du seuil de pauvreté qui, comme vous le savez en France, et de 955 €, ou ceux qui, évidemment, réclament des améliorations dans leurs conditions de transport, dans leurs conditions de logement, bref, une inclusion auquel beaucoup d'entre nous ne vont pas accéder. Donc je crois qu'il faut faire la différence entre des élus qui veulent évidemment que l'ordre soit rétabli, que l'ordre républicain soit rétabli, et puis parfois des choses aberrantes qui nous font ramener quand même 50 ans en arrière. Cette loi anti-casseurs, si elle n'est pas maîtrisée, et je crois d'ailleurs que beaucoup de députés de la République en marche, 50 si je ne m'abuse sur les 340 du groupe, se sont abstenus, ce qui est énorme. Malgré ça fait un groupe à l'Assemblée. Ça fait même plus qu'un groupe, ça fait un bon groupe, ça fait la France insoumise. Surtout pour un parti comme la République en marche, où oui, qui était caporalisé, bien sûr. Ouais, alors moi j'entends ce que dit le président du groupe, Legendre, en disant que finalement c'est une preuve de démocratie. Pas du tout. Si il avait fait ce débat à l'intérieur du groupe, il n'y aurait pas eu la rédaction de la loi telle qu'elle était. Je rappelle pour les auditeurs que cette loi est une loi qui a été proposée non pas par le gouvernement, mais par la droite, absolument, par le sénateur Retailleau, et qui d'ailleurs ne reconnaît pas la loi parce que il y a eu un certain nombre d'amendements qui font que cette loi est inapplicable. Notamment l'article 2, où l'article 2 notamment le préfet qui décidera, non plus le juge. Et non plus le juge. Mais il y a autre ça, et c'est peut-être un des éléments les plus importants. Je pense qu'il y a de la part du gouvernement une forme de cynisme absolu, sachant que cette loi ne peut pas être validée, l'a quand même mis sur le devant de la scène en disant regardez, nous apportons une réponse pour d'une certaine façon apparaître comme plutôt du côté des foulards rouges qui réclament qu'il n'y ait plus ces manifestations, sachant pertinemment que le Conseil constitutionnel n'a aucune chance de valider cette loi. Donc je pense qu'il y a une petite dose de manipulation derrière tout ça. Et du coup le grand débat, vous y croyez? Le grand débat. Alors le grand débat. Alors nous on y croit au grand débat, mais on n'y croit pas du tout de la manière dont il est fait. Le principe du grand débat, c'est pas l'acteur studio. Vous avez un stand-up permanent d'un président de la République qui s'exprime ad personam, si j'ose dire. Le principe du grand débat... Il est en campagne, le président? Il est en campagne. Et c'est, je pense, une des revendications légitimes de l'ensemble de la classe politique, que ce temps de parole soit décompté, quand même. Vous le demandez, 6h30. Aujourd'hui, vous le demandez à ce qu'il soit décompté, ce temps de parole? Alors, on le demande pas officiellement, mais on est nombreux à penser que, quand même, le CSA devrait regarder avec beaucoup d'attention la manière dont ce grand débat est mené. Il y a 13 régions, il y aura 13 prises de parole présidentielles, il y a 500 grands débats qui sont évidemment dispatchés sur l'ensemble du territoire, avec des ministres qui prennent la parole et qui, d'une certaine façon, mettent en avant non pas une réponse à apporter aux doléances des Gilets jaunes, mais font la conjonction entre l'action du gouvernement, l'explication du gouvernement qui doit être fait à l'Assemblée et pas à l'occasion du grand débat, essayent de se rabibocher avec des élus locaux, notamment des maires, qu'ils ont d'une certaine façon biaisé ou dénigré jusqu'à présent. Souvenons-nous que Emmanuel Macron n'avait pas participé au congrès des maires pensant qu'il y aurait eu une forme de bronca contre les décisions qu'il a prises, notamment
Une que nous la récusons, c'est-à-dire le rabaissement de la dotation globale de fonctionnement, ce qui permet aux élus locaux de fonctionner sans avoir à faire de nouvelles taxes. Si une municipalité veut produire de la quotidienneté, si j'ose dire, de la résilience. Ça, il y a aussi la suppression de la taxe d'habitation. Ça, vous êtes pour? La suppression de la taxe d'habitation, on est pour, à partir du moment où on donne aux élus la capacité de faire ce qu'ils doivent faire. Ramasser les ordures, assurer la sécurité du quotidien, donc financer pour certaines armées des polices municipales, faire en sorte que les logements ne soient pas vétustes, faire en sorte que les citoyens aient accès de manière transparente, tout ne dépend pas indépendante des communes pour ces sujets-là en l'occurrence. Pour Oui, ce qui mais est du beaucoup. ramassage d'ordures, c'est notamment départemental. Pour ce qui est, mais la dotation globale de financement concerne les élus. Ouais. Les élus sont de plus en plus rassemblés dans des collectivités d'élus, donc des regroupements de communes. Et là, pour le coup, le ramassage d'ordures est si je peux me permettre, ça s'ajoute aussi, tout ça s'ajoute. Donc on a dit la baisse des dotations, la suppression progressive de la taxe d'habitation, la suppression qui a été faite sous Nicolas Sarkozy de la taxe professionnelle, qui était aussi une manne financière très importante pour les communes et qui permettait pour des communes assez dynamiques. Je prends la Défense par exemple, mais il n'y a pas que. Je suis issu d'une commune justement de l'Est parisien qui est très dynamique et qui avait la nécessité d'avoir cette. Enfin voilà, c'est juste pour dire que ça s'ajoute. Et il y avait un mépris, mais qui datait pas du coup que d'Emmanuel Macron, qui date de Nicolas Sarkozy, en passant par Hollande avec 11 milliards d'économies sur les collectivités territoriales, etc. Et on a un Emmanuel Macron, c'est vrai, qui hérite un peu de cette situation, qui l'aggrave avec ses prises de décision, c'est-à-dire au lieu de rectifier le tir sur certaines choses, puisque c'était à peu près tout autant, c'était 11 milliards aussi qu'il prévoyait encore sur son quinquennat. Donc c'est ce qui peut expliquer aussi son absence. Voilà, c'est pas. Non mais vous avez raison. Moi, Monsieur Dupé, est-ce que vous partagez c'est justement ce constat qui est fait par Nassim Lachlache ici présent? Est-ce que Emmanuel Macron finalement ne paie pas cet héritage politique allégé? Moi j'avais remonté même beaucoup plus loin, 40 ans de politique. Bien sûr. Depuis 40 ans quoi. Mais tous les présidents héritent des erreurs, des dettes. Elles ont été quand même considérables, notamment des deux présidents derniers quoi. De la savoir dette Sarkozy. abyssale évidemment qui pèse sur notre capacité donc de croissance économique et d'attractivité. Bien sûr qu'il a raison. Maintenant, que Nassim a raison. Maintenant, il y a quand même une différence. Ouais. C'est que Emmanuel Macron a été élu sur un programme. Ouais. Emmanuel Macron a été élu sur un programme de rupture en disant je ne ferai pas comme les autres. Ouais. J'ai compris les erreurs des autres. Croyez-moi sur parole, nous allons procéder autrement pour trouver de nouvelles sources de financement, pour être moins dépendants. Et le problème d'Emmanuel Macron, c'est qu'il a fait comme les autres, qu'il critique dans le même temps la responsabilité des autres, en omettant de dire qu'il fait exactement la même chose, pire, qu'il s'inscrit dans une forme de conservatisme. Et c'est, je crois, ce qui est important à avoir à l'esprit et qui, d'une certaine façon, justifierait que les Gilets jaunes continuent à manifester. Je suis comme vous. Je n'appelle pas évidemment à la violence et j'entendais un VTC, un de vos auditeurs précédemment qui disait nous ne sommes pas écoutés, nous devons passer à la vitesse supérieure. Non, je crois que plus les gilets jaunes sont respectueux des règles républicaines, plus les gilets jaunes s'exprimeront et plus les Français, et c'est leur principale arme, seront d'accord avec eux. Vous les soutenez, les gilets jaunes, vous les soutenez vous? Moi je soutiens beaucoup des revendications qu'ils ont émises. Premièrement, le RIC par exemple. Le référendum d'initiative citoyenne est quelque chose que nous n'aurions pas appelé ainsi. Nous sommes partisans d'une remise en cause institutionnelle qui voudrait que l'on réfléchisse à nos institutions. C'est-à-dire que nous pensons qu'il est temps de procéder à une phase ultime ou une phase en tout cas supplémentaire de la décentralisation. Donc nous pensons qu'il est important de donner la parole aux élus, qu'il est important de donner la parole aux citoyens pour qu'ils nous disent quelle forme d'administration ils veulent. Ouais. La décentralisation, ce n'est pas plus d'État dans les provinces, on n'est pas revenu à 1789, mais presque, c'est donner plus de responsabilités aux élus, donc pas plus de responsabilités aux préfets. Donc nous sommes partisans d'une référendum ou d'un questionnement qui permettrait à l'ensemble des électeurs français d'être interrogés pour savoir si ils veulent qu'il y ait plus de délégation de pouvoir à leurs autorités locales. Nous souhaiterions réfléchir à la manière dont les institutions fonctionnent. Donc évidemment,
pas remettre en cause le fonctionnement de l'Assemblée nationale, mais le renforcer dans sa capacité de pouvoir être un vrai contre-pouvoir, ce qui n'a pas été depuis 18 mois, depuis qu'Emmanuel Macron est arrivé avec une majorité, faut-il le rappeler, pléthorique, sur les 577 députés. Le groupe d'En Marche est à peu près 340 et le MoDem c'est à peu près 45. Ça c'est le résultat de la démocratie, monsieur Dupuis, c'est les élections qui ont donné ça. C'est le résultat malheureusement d'un dévoiement de la démocratie qui fait que depuis l'instauration du quinquennat, que depuis la concomitance pas de proportionnel entre non, nous on est pour la proportionnelle, bien sûr. Non, il n'y a pas. Et l'absence de proportionnelle. Il envisage de la mettre, la proportionnelle. Une dose. Une dose. Et ça, il faut voir quelle dose et quelles sont les modalités d'application. Parce que le risque de la proportionnelle aussi, et c'est le cas dans un certain nombre de pays, je pense notamment à l'Italie, pour pouvoir gouverner. Et puis surtout, c'est comme une incitation à ce que vous ayez des députés hors sol, qui soient des députés qui n'aient pas de lien avec leur circonscription, alors même qu'on le reproche actuellement aux députés qui ont été élus donc en juin 2017 de pas avoir suffisamment de connexion avec leurs concitoyens. Donc il y a quand même un risque qu'on ait des politiques qui soient des politiques qui reviennent à une forme de politisme ou de vision un petit peu politicienne des choses. On retourne de l'ISF. Alors sur la question de l'ISF, moi je serais plus mesuré parce que l'ISF... Alors vous me dites que vous soutenez les gilets jaunes, ça fait deux trucs que je vous dis qui sont quand même des demandes majeures et vous émettez des réserves. Non, je n'émets pas de réserves, je dis premièrement pour répondre à votre question que les sollicitations et les demandes des gilets jaunes ne peuvent pas se résumer à cette vision caricaturale qui voudrait qu'ils soient pour le RIC ou contre l'ISF. Ouais. La demande des gilets jaunes, c'est la demande d'à peu près de 67 millions de Français, en tout cas ceux qui sont en capacité de voter, d'avoir plus de démocratie. Ça c'est la vraie question. Après on peut évidemment la décliner. Moi je suis, alors pour répondre à votre question, en faveur d'une remise en cause de la taxation sur le carburant qui ne bénéficie absolument pas à la transition écologique. Seulement 20% de cette somme était dédiée à ça. Je suis évidemment pour que on ait une forme plus harmonieuse de l'imposition en France. Je rappelle quand même qu'il n'y a que 40% des Français qui payent l'impôt. Donc avant de rétablir un impôt, faisons en sorte qu'il y ait des tranches qui permettent à l'ensemble des citoyens français de payer la juste part de ce qu'ils contribuent à créer de l'emploi, des infrastructures, et qui permet à une société d'être résiliente et de ne pas avoir des gens qui payent trop ou des gens qui ne payent pas. En un mot, monsieur Dupuis, la TVA à quasi 0% pour les produits de première nécessité. Alors ça, c'est une bonne idée, parce que je crois qu'on est dans une urgence. Et ça, je crois que la crise des Gilets jaunes est une crise, ce n'est pas d'ailleurs une crise, je me corrige moi-même, est un révélateur d'un vrai besoin de pensée politique innovante. Pendant longtemps, le débat politique a été, d'une certaine façon, cantonné aux assemblées, et donc d'une certaine façon monopolisé. Dans un instant, si vous le permettez, on va explorer un peu, si vous le voulez bien, la question internationale. Si ça peut vous rassurer à propos du temps de parole du président, les chaînes d'infos réfléchissent à ne plus retransmettre et bien justement ces fameux longues, mais c'est pour une autre raison, c'est pour un problème d'audience, parce que ça fait plus d'audience en fait. Il a chuté énormément. Bon, on est de retour dans un instant avec notre invité qui est ici présent, monsieur Emmanuel Dupuis, qui est délégué général des questions chargées d'international chez les centristes, parti dirigé par monsieur Hervé Morin. Tout de suite sur France Maghreb 2. Suite de l'entretien du LGF en ce lundi 11 février, notre invité avec Nassim Lachlach ici présent, monsieur Emmanuel Dupuis, qui nous fait l'honneur d'être avec nous. Il est délégué général chargé des questions internationales des centristes sur France Maghreb 2. Juste auparavant et avant la pub, nous parlions évidemment du mouvement des Gilets jaunes. Je vous posais un petit peu la question du fait de savoir si vous souteniez un petit peu les Gilets jaunes. Vous m'avez dit que oui, vous les souteniez, et puis je vous ai posé deux questions sur des demandes bien précises de la part de ces Gilets jaunes. Vous avez émis quelques réserves. Alors, vous allez pouvoir évidemment nous expliquer ce pourquoi, mais par exemple, pour ce qui est de la TVA à 0%, certains disent que de toute façon, Macron, s'il le faisait, il ne pourrait pas parce que c'est l'Union européenne. On sait qu'en dessous des 5%, l'Union européenne ne dira forcément non. Donc, est-ce qu'il y a aussi une certaine, est-ce qu'on n'a pas perdu avec cette Europe, une certaine puissance, dans le sens où on ne peut plus décider grand-chose
70% des lois sont décidées ou votées à l'Europe, en Europe. Donc, est-ce que la France, voilà, on n'a pas perdu un peu de notre indépendance quelque part? En tout cas, c'est ce qu'ont dit les Français en 2005 quand ils se sont montrés plutôt critiques vis-à-vis de la Constitution européenne. On a vu ce que ça a donné, on s'est complètement moqué d'eux finalement. Alors c'est précisément une vraie question qui est au cœur des réflexions des Gilets jaunes en France, comme du reste des Gilets jaunes en Belgique, ou des mouvements de manifestation contre une structure dont les citoyens nationaux, enfin français ou d'autres pays européens ont du mal à percevoir la réalité. Vous avez raison de rappeler que depuis le traité de Lisbonne en 2009 et d'une certaine façon avec Maastricht, un certain nombre de données, un certain nombre de réalités s'imposent à nous. 80% des lois qui sont votées dans notre pays sont en conformité avec les directives européennes. Et donc il y a cette obligation de s'inscrire dans un cadre, dans un moule. Il y a ce qu'on appelle les 3% Maastricht, c'est-à-dire le fait que la France ne doit pas dépasser 3% ne veut pas avoir plus de 3% de déficit annuel. Et donc il y a là aussi sans doute une difficulté pour répondre à la crise des Gilets jaunes. Si le gouvernement a mis sur la table 10 à 12 milliards d'euros, premièrement, la loi de finances, le projet de loi de finances n'est pas juste, puisque on est en dehors de cet équilibre financier, et accessoirement, le taux de déficit annuel dépassera les 3%. Donc on sera en dehors des critères européens. Donc vous avez raison, et je réponds directement à votre question. Ne croyez pas que je réponds pas à votre question. Oui, vous avez raison de dire que l'Union européenne oblige à un certain nombre de choses qui, d'une certaine façon, sont parfois mal comprises ou mal expliquées. Et de ce point de vue, je crois qu'il y a un vrai travail de pédagogie pour savoir ce que l'Europe permet de faire ou ce que malheureusement l'Europe ne permet pas. A mis en cause. Lionel Jospin avait déjà à l'époque où il était candidat pour l'élection présidentielle en 2002 avait cette formule en disant there is no alternative, le concept TINA, T-I-N-A, there is no alternative, en disant, vous savez, en s'adressant aux ouvriers de l'usine de Volvord qui devait fermer, je peux rien faire, l'Union européenne m'oblige à. C'est la grande force des politiques de dire que si nous sommes dans cette Europe-là, il faut la changer ou il faut la faire évoluer, parce qu'encore une fois, les Européens que nous sommes, parce que nous avons besoin de nous construire dans un espace qui est plus grand que l'espace national, devons peut-être redéfinir les règles. Être européen, c'est pas forcément être pour l'Europe institutionnelle telle qu'elle est aujourd'hui. Mais ça veut pas dire qu'il faut critiquer l'Europe ou encenser l'Europe. L'Europe est un processus évolutif qui correspond aussi aux réalités politiques telles que nous les avons en Europe. C'est une réalité, le conservatisme en Europe est une réalité. La plupart des pays ont des partis conservateurs de droite plus forts que des partis progressistes. Donc peut-être que là aussi il y a une réflexion à avoir pour que des partis plus réformistes, des partis plus progressistes au sens propre du terme contre les conservatismes puissent être plus présents. Emmanuel Dupé, avant de revenir à l'Europe, parce qu'on va en parler dans un instant, parce que cette Europe quand même montre un visage assez sombre, où peut-être que certains essayent de l'instrumentaliser pour arriver à leur fin. Ceci étant, avant d'arriver à l'Europe, moi j'aimerais que qu'on parle 2 secondes des violences policières, parce qu'on parlait des Gilets jaunes. On ne peut pas non plus occulter les nombreux blessés côté Gilets jaunes, des gens qui ont perdu des mains, qui ont eu des mains arrachées, des gens qui ont perdu un œil, des gens qui ont été victimes justement de violences policières en tout genre. Cette violence qui était présente dans les quartiers populaires, notamment au travers des, vous en souvenez évidemment en 2005, les échauffourées en banlieue après la mort de Ziad et Bouna. Les quartiers populaires, j'ai envie de dire, connaissent forcément la violence policière. Aujourd'hui, c'est toute la France, y compris la France profonde, qui la découvre. Quel est votre regard sur cette violence policière qui est quand même assez observable, je veux dire. Maintenant, avec ces chaînes d'infos, avec les réseaux sociaux, on voit bien que voilà, il y a des policiers qui sont mal comportés et qui ont tout simplement attaqué des gens du peuple comme ça. Alors évidemment, au-delà du préalable qui consiste à dire, mais vous l'avez dit Christophe et vous Nassim, les violences sont à récuser de part et d'autre. Bien entendu. Et vous avez des radicaux entre guillemets dans les deux sens. Mais
je vais expliquer mon propos pour qu'il ne soit pas polémique. Les policiers répondent à des ordres. Donc c'est pas les policiers qui sont en cause, c'est les modalités d'action qu'on leur demande d'appliquer. Alors, prenons précisément les LBD et la manière dont le maintien de l'ordre est assuré semaine par semaine. Vous êtes pour leur interdiction ? Moi, je suis pas pour l'interdiction du LBD, je suis pour que l'on puisse mieux utiliser les outils dont les policiers ont à disposition et qu'il y ait une proportionnalité. Moi, je crois qu'on est dans un débat dans lequel la proportionnalité n'est plus mise en avant. Il y a une disproportion. Vous avez raison de dire qu'il y a 1200 blessés, je crois, une vingtaine de personnes qui ont perdu des membres, notamment ce jeune plombier qui a perdu ses 4 doigts samedi dernier, et bien évidemment, au-delà des cas médiatisés, Rodriguez parmi tant d'autres, des gens qui ont porté séquelles physiques de leur volonté sincère, je crois, d'interroger la manière dont ils vivent ou dont ils perçoivent leur place ou leur insuffisante place dans la société. Donc pour répondre plus précisément, je ne crois pas qu'il faille opposer les policiers aux manifestants ou les bons policiers aux bons manifestants. Je crois que ce qui est important, c'est de savoir pourquoi la manière de maintenir l'ordre a été celle-ci, et d'ailleurs elle a été malléable, elle a changé de semaine en semaine, selon la gravité, la radicalité des manifestants, selon la manière dont on voulait instrumentaliser aussi la radicalité des revendications des Gilets jaunes. Souvenez-vous, au début du mouvement, les éléments de langage, parce que là aussi il faut que malgré l'immédiateté et la capacité de réactivité offerte par les chaînes d'info, il faut qu'on ait un petit peu une histoire, une chronologie, qu'on se souvienne des mots qui ont été utilisés. Au début du mouvement, personne n'allait dire, du point de vue du gouvernement, je suis dans l'opposition donc je me permets de le dire, que ce mouvement allait perdurer. D'ailleurs, il y avait une certaine forme de raillerie en disant mais non, ils vont s'essouffler, le froid va arriver, les fêtes, etc. Vous en faisiez partie, vous ? Pas du tout. Vous pensez que ça allait faire pchit, ce mouvement des Gilets jaunes ? Pas du tout, puisque justement le mouvement des Gilets jaunes est un mouvement qui est au profond, correspond à un profond ressenti des Français, et que ce dissensus entre le peuple, si j'ose dire, et les exécutants ou l'exécutif est quelque chose qui est beaucoup plus profond, et c'est pour ça que la question des slogans, parce que il y a eu énormément de slogans pendant les manifestations. En ce qui concerne la politique étrangère, peut-être qu'on y reviendra, il y a eu des slogans pour une remise à plat de notre politique étrangère vis-à-vis de l'Afrique, une remise en cause de ce qui, pour certains, est une forme de soumission avec le franc CFA. Donc il y a eu énormément de slogans. D'ailleurs, les grands débats foisonnent de questions les plus diverses. C'est pour ça que la question du grand débat a été mal posée. Le grand débat n'est pas juste, d'une phrase si vous me permettez, le grand débat n'est pas là pour montrer qu'Emmanuel Macron a réponse à tout. En l'occurrence, si une majorité des Français ont voté pour lui, c'est que en pleine connaissance de cause, il pensait qu'il avait l'étoffe pour être président. Le but n'est pas de revaloriser l'image du président et qu'il puisse nous dire regardez, vous avez voté pour moi, vous avez raison de voter pour moi, mais faire en sorte que le président, son gouvernement et les personnes qui sont chargées de l'exécution de la chose publique puissent trouver des réponses. C'est pour ça que le grand débat ne doit pas se focaliser à travers 7 heures de prise de parole d'un président qui répond à des interrogations. Emmanuel Dupuis, j'entends bien ce que vous dites, nous entendons bien ce que vous dites, c'est-à-dire que les policiers sont aux ordres. Donc, si je vous suis bien dans votre raisonnement, au travers de ce qui s'est passé depuis 13 semaines, ces nombreux blessés, ces policiers qui ont fait usage de ces LBD à plusieurs reprises, est-ce que vous demandez aujourd'hui la démission de Christophe Castaner, qui est le patron le premier flic de France, en l'occurrence le patron? Alors je ne suis pas Jean-Luc Mélenchon, mais Jean-Luc Mélenchon évidemment a demandé, en tout cas a posé la responsabilité de Christophe Castaner. Donc moi je ne suis pas élu, donc je me permets pas de dire si oui ou non il faut qu'il démissionne, mais il faut quand même interroger les personnes, la chaîne de responsabilité. Et la chaîne de responsabilité ramène aux ordres ou aux exécutions que les policiers ont dû mettre en avant. Après, donc c'est Christophe Castaner qui en est le premier responsable. C'est Christophe Castaner, le ministère de l'Intérieur, qui ont décidé des choix tactiques et opérationnels qui, évidemment, ont abouti à un durcissement. Ils ont échoué. Le gouvernement, dans son ensemble, a échoué. Oui, mais lui en charge de la police a échoué, donc il faut qu'il parte. Je ne vais pas aller jusque dans votre réflexion et je vais essayer de la contourner. Oui, mais moi ça m'intéresse pas que vous la contourniez. Moi ça m'intéresse que vous parliez directement. Non, parce que
Faut arrêter la langue de bois, quoi. Non, mais c'est pas la langue de bois. Vous voudriez résumer. Alors, je le dis autrement. Oui. La démission de Christophe Castaner n'a aucune importance. Parce que, entre guillemets, il n'est que un maillon d'un chaîne de responsabilité. Là, vous me parlez du maintien de l'ordre. D'accord? Si il est responsable d'un dysfonctionnement, il faut qu'il y ait une interrogation et que c'est à l'Assemblée nationale de demander si oui ou non il y a eu cette faille dans le système. Mais au-delà de Christophe Castaner, une bonne partie des ministres aussi sont à interroger dans leur capacité à avoir répondu aux attentes des Français et d'une certaine façon, et ça, je réponds sans langue de bois, oui, nous pensons que comme il y a une rupture, enfin nous pensons, moi je pense, et je crois ma famille politique a raison de penser ainsi, qu'il y a quand même une rupture qui s'est créée entre la légitimité issue des urnes il y a de cela 18 mois et les Français. Donc oui, nous pensons que il faut sans doute retourner aux urnes et que si le grand débat ne débouche sur rien, et je crois que le référendum n'est pas forcément la panacée, ou en tout cas, ça dépendra des questions qui seront posées et du moment où ce sera posé. Et là, je réponds sans langue de bois, absolument pas le jour de l'élection européenne, parce que la ficelle est trop grosse quand même. Ça voudrait dire que on croit que les élections européennes sont perdues, et les sondages indiquent que la République en marche a quand même accuse un retard par rapport à des pensées évidemment plus radicales, notamment les 4 ou 5% de plus que ferait la liste de Rassemblement National. Donc oui, nous pensons qu'il faut un référendum, mais un référendum qui ne soit pas là pour sauver les Européennes. Une carence ou une absence de positionnement très clair du président. Nassim Lachlach, vous y avez fait référence, monsieur Dupuis, à une question principalement justement sur la France-Afrique, l'Europe aussi et l'Italie. Je voulais juste réagir juste rapidement, sachant qu'en plus, en termes de démocratie, si on apportait le référendum pour répondre à la démocratie, enfin comme gage en fait d'amélioration de la démocratie, on sait que les élections européennes sont les élections les moins bonnes pour poser ce genre de questions, puisque les élections européennes sont les élections auxquelles les Français participent le moins. C'est-à-dire que une des élections les plus boudées, quoi. Une réaction rapide, peut-être que monsieur Dupuis pourra réagir sur la question justement que tu posais, Christophe, sur la responsabilité des uns et des autres. Effectivement, il y a la question de la chaîne de commandement. Bon, on nous avait vendu, en tout cas Macron avait vendu que c'était la fin du dogmatisme, etc. Tout ce que vous avez tout à l'heure un peu expliqué. Sauf qu'on constate qu'aujourd'hui on a des députés qui sont le parti d'abord, quoi, pire que des communistes d'il y a 60 ans. C'est ça la réalité. Ils sont pas de parti. Oui, mais enfin leur mouvement, je sais rien. En tout cas, il est pas question pour eux de remettre en question ni Castaner ni autre. Mais sur la responsabilité des uns et des autres, je m'inscris en faux sur ce que vous avez dit, dans le sens où un policier armé d'un LBD, c'est lui qui est responsable du déclenchement de la gâchette, c'est lui qui appuie sur la gâchette et c'est lui qui vise la tête de la personne. C'est-à-dire que lui, à ce moment-là, il peut y réfléchir, tout à fait, hein. On peut lui donner l'ordre, il peut refuser. L'ordre, c'est il a le droit de refuser, c'est son droit le plus strict. Cibler les têtes, hein. Et bien évidemment, mais c'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il fait. Oui, mais attends. C'est ce qu'il fait. C'est pour ça que je précise que la responsabilité là, elle est celle de l'être humain, homme ou femme, qui tire à ce moment-là. Vous voyez ce que je veux dire? Même si derrière il y a des ordres qui sont donnés. Excusez-moi, je finis rapidement sur ça. Même si derrière il y a des ordres qui sont donnés, en disant bah voilà, on n'hésite pas, on laisse rien passer, tolérant zéro, un petit peu ce type de mot d'ordre. Il est pas obligé, il peut viser les jambes à une distance respectueuse des règles, puisqu'en fait, si vous le savez ou non, sinon bah on le partage ensemble, c'est 3 tirs de LBD par an ou tous les 2 ans. Pour l'entraînement, c'est ça pour un policier. Oui, est-ce qu'il y a une manque de maîtrise? Est-ce qu'il y a une vraie maîtrise? Voilà. Alors, sachant que vous posez 2 questions. Voilà. Oui. Vous posez une simple réaction. Vous posez de bonnes questions. Vous posez 2 questions. Premièrement, l'utilisation des LBD est théoriquement l'apanage de ceux qui ont la charge traditionnellement du maintien de l'ordre. Donc, les compagnies républicaines de sécurité et la garde, ce qu'on appelle proposons la garde mobile, les gendarmes, qui eux ont, selon les critères définis par le Conseil d'État, c'est la raison pour laquelle le Conseil d'État n'a pas invalidé l'utilisation des LBD, correspondent à des heures d'entraînement, des heures, des modalités de fonctionnement et bien évidemment des règles d'engagement. Je m'inscris un peu en faux, hein. Le LBD ne vise, il y a 2 zones qu'on vise pas dans le LBD, ce sont les zones entre guillemets vitales, donc la tête et en dessous de la ceinture, si vous m'autorisez cette expression, et que bien évidemment la question des LBD ne vise pas à viser spontanément une personne, mais faire en sorte qu'il y ait une capacité de désengagement dans lequel vis-à-vis duquel les forces de l'ordre se sentiraient menacées ou agressées.
Deuxième élément, l'utilisation des LBD dans la grande majorité, je crois 80 à 90%, n'est pas le fait de ces unités qui sont formées, qui sont entraînées et donc surveillées, mais le fait de policiers dont l'utilisation des LBD est plus récente et pour lequel la formation est peut-être moins prégnante ou moins profonde. Donc là, c'est une vraie interrogation. Je ne suis pas policier, je ne suis pas spécialiste du maintien de l'ordre, donc je ne me garderai de donner une réponse, mais c'est quand même une différence notable. Ceux qui ont la charge d'utiliser les LBD ne les ont pas utilisés autant que ceux qui, d'une certaine façon, ont été formés tardivement. Merci pour cet éclaircissement. Nassim, question sur l'Europe et sur la France-Afrique. Sur la question, surtout plus vous avez abordé la France-Afrique et le rapport avec... c'est lié, hein. Voilà, le rapport plutôt avec l'Afrique et vous êtes en plus délégué justement à toutes ces questions, les questions internationales. Vous parlez du fait qu'un certain nombre de personnes réclamaient dans les revendications la mise à plat de la politique étrangère de la France. Alors, volontairement, je fais un lien avec l'histoire de votre parti politique qui vous m'arrêtez si je me trompe, mais en tout cas le recul qui a été pris par rapport à l'UDI était aussi du fait qu'il y avait une volonté de s'éloigner des Républicains à un moment donné où Hervé Morin et le parti politique, en tout cas votre parti politique aujourd'hui appelé les centristes, étaient plutôt favorables à des alliances ponctuelles avec comme ça a été fait souvent. Pourquoi je fais le lien avec ça? Parce qu'on a justement ce parti politique et Nicolas Sarkozy qui a complètement ravagé aujourd'hui la Libye, par exemple. Hein. On va pas refaire l'histoire, mais on connaît l'histoire. On sait ce qu'il en est, on sait ce que ça a créé derrière. Donc un certain nombre de politiques étrangères qui ont été menées avec le soutien de votre parti politique. Donc ma question, elle va aboutir sur notamment les dernières déclarations de l'Italie sur la question notamment du franc CFA. Quelle est aujourd'hui celle de vous, la vôtre et celle de votre parti, si vous dissociez les deux, hein, de votre position vis-à-vis du franc CFA, vis-à-vis de la question de la France-Afrique, du fait que notre armée aujourd'hui n'ait plus de militaires en Afrique qu'en France, le fait qu'on ait des militaires sur les 5 continents dans le monde. Qu'est-ce qu'on fait là-bas, qu'est-ce qu'on ne fait pas, etc., etc. Vous avez compris un petit peu. C'est beaucoup de questions, mais alors, restons essentiellement sur le franc CFA. Je vais commencer sur franc CFA parce que ça a cristallisé évidemment évidemment, comme je disais, certaines manifestations donc orales des premiers slogans des Gilets jaunes. Donc on doit être dans la première manifestation du 24 novembre où c'était un des éléments qu'on voyait dans les manifestations. Et puis bien évidemment l'utilisation qu'en est faite par le gouvernement italien. Bicéphale, hein, la Ligue d'un côté et le mouvement 5 étoiles, qui utilisent le franc CFA, qui existe déjà depuis 1945, il faut le rappeler, comme un élément remettant en cause la politique étrangère agressive, néocoloniale, ce sont les mots qu'emploie Luigi Di Maio, le vice-ministre chargé du commerce extérieur, ou Salvini, le vice-ministre ministre de l'Intérieur, vice-premier ministre de l'Intérieur. Donc moi je crois, et ça c'est quelque chose que je personnalise en tant que chercheur, en tant qu'analyste, ayant travaillé de longue date sur les questions africaines, qu'il y a une vraie réflexion à avoir, non pas focalisé sur 2011, l'opération Harmattan en Libye, 2008, la volonté ou 2006, la volonté de Jacques Chirac de rénover les accords de défense et de remettre à plat la France-Afrique, ou la volonté de Nicolas Sarkozy, avec bien évidemment beaucoup de nuances, qui en 2008, lors d'un discours devant le Parlement sud-africain, évoque le fait de remettre à plat les accords de défense. L'honnêteté m'oblige à dire que j'ai été membre d'un cabinet ministériel avec Jean-Marie Bockel, qui était ministre de la Coopération et qui lui-même a payé durement cette volonté de remettre en cause la France-Afrique. Donc moi je crois profondément qu'il faut, et j'ai écrit une tribune d'ailleurs dans ce sens il y a quelques semaines, profiter de ce grand débat pour poser la relation que nous avons avec le continent africain. Non pas pour la récuser, mais tout simplement pour la poser dans le contexte politique du moment. La France n'est plus, France n'est plus le seul acteur sur le continent africain. Les Allemands sont plus économiquement offensifs que nous le sommes. C'est d'ailleurs le premier investisseur sur le continent africain. Donc la vraie question à poser, c'est pas la remise en cause de la France-Afrique, car la France n'a cessé de reculer sur le continent africain. La France n'a cessé d'employer sans doute des outils du passé, en étant évidemment dépassée par d'autres nations, les puissances émergentes, le retour de la Russie, les États-Unis qui sont également présents, ou comme je le mentionnais, l'Allemagne ou l'Italie. Donc la vraie question en matière de
rapport à l'Afrique, c'est un rapport d'équivalence. Faire en sorte que nous puissions aider le continent africain quand il est en carence sécuritaire, et vous évoquez la présence des militaires. Je rappelle que il y a actuellement 7000 militaires français qui se trouvent à l'extérieur. Parmi ceux-ci, une bonne partie, vous avez raison, sur le continent africain. Non pas qu'ils prennent du bon temps, mais tout simplement parce qu'ils assurent la sécurité que ne peuvent plus assurer les forces armées des pays qui sont aux prises avec des groupes armés c'est comme terroristes ça que c'est vendu, ou des organisations criminelles. Mais pourquoi appeler la France? En tout cas, sur la question parce que c'est la seule à être présente militairement. Sur la question du franc CFA, pour revenir dessus, vous pensez qu'aujourd'hui, on a le temps de poser les choses, de réfléchir. Aujourd'hui, ce soir-là, à l'antenne, vous pouvez pas nous dire que il faut simplement, ça y est, arrêter, qu'on doit en terminer avec aujourd'hui le fait d'imprimer les billets de pays étrangers, qu'on doit aujourd'hui d'arrêter d'indexer la monnaie sur le franc, puisque c'est indexé sur le franc, c'est-à-dire que la monnaie ne bouge pas, le franc CFA ne bouge pas. Il ne bouge pas. 1 euro, ça fait toujours le même franc CFA. C'est complètement incroyable. C'est-à-dire, contrairement au dollar. Oui, mais ce qui a son avantage, c'est que ça permet de lutter contre l'inflation dans les pays qui en bénéficient. Oui, mais ça veut dire, alors donc l'Afrique qui est aujourd'hui indépendante, en tout cas l'Afrique de l'Ouest, puisque ça concerne essentiellement l'Afrique de l'Ouest, serait encore dépendante de la France. Moi, je crois pas du tout que ce débat... Réponse rapide, parce qu'on arrive au terme de cette émission. C'est un débat qui est vraiment manichéen. Le franc CFA, premièrement, répond à une demande des pays africains... Mais pas les peuples. Monsieur Dupuis, faut parler des peuples. Aujourd'hui, vous parlez des Gilets jaunes, on parle des peuples. Oui, mais attention, vous allez très loin. Ça veut dire que vous récusez la plupart des chefs d'État qui ont été élus par les peuples africains? C'est ça votre question? La plupart des peuples, des dirigeants africains d'Afrique de l'Ouest qui sont au pouvoir depuis tant d'années, dictateurs qui sont soutenus par la France, on parle de cela? Alors ça mériterait une grande, ça mériterait. Et moi je serais pas le temps, non mais je serais d'accord avec vous sur certains, mais attention hein, le président Patrice Talon est arrivé dans une vraie alternance démocratique et pourtant la parmi tant d'autres. Ah bah excusez-moi mais le Bénin, Ouattara a quand même été placé par la France. Le Bénin, oui mais s'il a été placé par la France, à ce moment-là, il y a les élections en 2020, et les Ivoiriens, dans leur intelligence et dans leur sagesse, se débarrasseront du président Ouattara. Mais justement, tiens, l'Algérie, Bouteflika pour un 5e mandat. Alors, la question algérienne est une question qui est ô combien ubuesque. Premièrement, on a un candidat qui, de l'aveu des membres de son parti, le FLN, ne fera pas campagne. Le Premier ministre Ouyaya l'a dit, en proposant sa candidature, en disant de toute façon il fera pas campagne. Donc on est quand même dans une situation absolument hallucinante. D'une phrase, parce que je sais que le temps court. La vraie question, c'est que la plupart des Algériens, d'ailleurs, il faut avoir à l'esprit que 65% de la population a moins de 20 ans, et donc c'est elle qui va voter. N'a connu que Bouteflika. Donc la question de Bouteflika, elle s'en fiche. Bah oui, ça fait 20 ans. Une dernière question, mais rapide s'il vous plaît, parce qu'on est vraiment au terme. Est-ce que vous approuvez le fait de soutenir un président autoproclamé au Venezuela? Alors, moi, je pense que cette question, encore une fois, vous allez croire que je biaise et que je suis centriste. Oui, il faut de nouvelles élections parce que les élections de décembre... Il y en a eu des élections, hein? Oui, mais elles ont été caricaturales comme beaucoup d'élections. Et donc, de ce point de vue-là, elles n'ont pas été validées par la communauté internationale, donc il faut les refaire. Oui, il faut ne pas se contenter d'élections législatives, chose qu'a proposé Maduro, parce que Maduro, là aussi, a tergiversé en disant on va faire des élections, mais il veut refaire des élections législatives alors que le Parlement est à 64% en sa défaveur. Monsieur Dupé, oui ou non, faut-il soutenir un président autoproclamé qui n'a même pas participé, rappelons-le, aux dernières élections, qui était président de l'Assemblée nationale? Alors je dis autrement, oui, il faut, je réponds à votre question directement, oui, il faut de nouvelles élections et remettre le compteur à zéro et revenir au processus électoral qui, de mon point de vue, n'a pas été transparent, n'a pas été démocratique en décembre dernier. Il faut soutenir ce président qui s'autoproclame. En attendant. En attendant. Oui, non. Non. Il y a un président quand même, le peuple a, même si certains le... Alors je répondrai directement, ce n'est pas à moi de répondre parce que je ne suis pas vénézuélien. Ah bah voilà, donc la France n'a pas à reconnaître un président autoproclamé comme l'ont fait les États-Unis et on sait pourquoi. La France n'a pas reconnu, attention hein. Elle soutient, attendez. Non. La France a appelé Maduro à donner un ultimatum, c'est différent déjà. Se permet de donner un ultimatum à une puissance étrangère. Attendez, c'est quand même il y a de l'ingérence quand même, monsieur Dupuis là. Et a voulu faire voter au Conseil européen, ce qui n'est pas passé justement parce que les Italiens sont pas alignés et bien d'autres encore, une motion justement de reconnaissance de etc. Enfin, voilà. Bon, en tout cas, c'est complexe. D'une phrase. France-Maghreb 2, France-Maghreb 2. LGF, le grand forum. Et oui, ça se poursuit les discussions, même en antenne avec monsieur Dupuis qui est encore parmi nous et merci encore à lui d'avoir répondu. J'espère que vous a pas trop bousculé, monsieur Dupuis, hein. Ça a été quand même. Bon. C'est très bien. J'espère avoir répondu à la plupart de vos questions. Bon. Voilà. Alors, tiens, justement, reste avec nous puisqu'on va faire notre petit zapping, hein. Vous allez peut-être pouvoir nous donner votre avis.
Zapping, c'est ce qu'il ne fallait pas louper à la télé, mais aussi à la radio. Et pour commencer, retour à jeudi dernier, tiens, lorsque le président a rencontré des jeunes en Bourgogne, et l'équipe de Bourdin, dans la matinale des RMC, a repéré un petit malin qui faisait partie de l'Assemblée. Écoutez. Il y avait un faillot, oui, mais aussi un petit malin au fond de la classe. Wesh tout le monde. Alors, bonjour Monsieur le Président, je m'appelle Ryan. Je voulais revenir sur ce qu'a dit la jeune fille là, aux beaux yeux, sur la revalorisation. Ensuite, j'avais une question, vous trouvez pas le système français, il est un peu comme votre club de cœur, l'OM, il s'écrase quoi? C'est bien marré quoi jeudi avec les jeunes finalement Macron pendant cette heure là il s'est pas ennuyé visiblement, il a été bousculé par les jeunes L'ancien Premier ministre Manuel Valls, parti vous le savez en exil à Barcelone en Espagne, et il a manifesté ce week-end aux côtés de la droite et de l'extrême droite contre le chef du gouvernement. Un reportage de nos confrères de RT France, écoutez plutôt. La droite et l'ultra-droite dans la rue contre Pedro Sánchez en Espagne. Ils étaient 45 000 selon la police, 200 000 d'après le Parti populaire. Le Parti populaire Ciudadanos et Vox accusent le chef du gouvernement socialiste d'avoir trahi le pays en dialoguant avec les indépendantistes catalans. Les manifestants réclament l'organisation de nouvelles élections. L'ancien Premier ministre socialiste français Manuel Valls, candidat à la mairie de Barcelone, faisait partie des manifestants. C'est mon identité. Moi je suis barcelonais, catalan, français, espagnol et européen. C'est à ce titre que je suis là, pour défendre cette Barcelone. Barcelone et la Catalogne aujourd'hui sont mises en cause par les séparatistes et par les populistes de la mairesse de Barcelone. Et il faut défendre la constitution espagnole, 40 ans de démocratie exceptionnelle, l'état de droit, mais parce que je pense que le gouvernement s'est trompé profondément en ne mettant pas clairement les règles du jeu dans la discussion toujours nécessaire avec les institutions catalanes. Et c'est ça qui a fait que des hommes d'État comme Felipe González ont dit clairement qu'on était en train de mettre en cause les institutions espagnoles. Et je partage exactement ce que Felipe González, qui n'est pas fasciste, qui n'est pas l'extrême droite, qui n'est même pas de droite, qui est un socialiste, a dit là-dessus. Mais c'est pas elle qui a le monopole du patriotisme et de l'amour de la Constitution. Moi j'étais avec Ciudadanos, avec des personnalités de gauche, à côté de Mario Vargas Llosa, qui est un grand prix Nobel de littérature. C'est ça qui compte, la diversité des Espagnols. Si vous me permettez l'expression, Manuel Valls en Espagne, il y va franco quoi. Voilà. Bon, Manuel Valls, ça vous inspire rien de... Si, ça m'inspire beaucoup. Premièrement, s'il est candidat à l'élection municipale à Barcelone, il devrait parler au moins espagnol ou catalan et pas français, même si c'était... vos collègues de RT lui tendaient le micro, mais RT Espagne et pas RT France, premièrement. Deuxièmement, moi je crois qu'il a raison de dire qu'il y a un risque de délitement des institutions en Espagne et que de ce point de vue, la fragilité gouvernementale incite à de nouvelles élections, et je crois d'ailleurs que Pedro Sánchez ne va pas pouvoir sans comment dire les éviter, pour une autre raison qui n'est pas évoquée dans le reportage, c'est que la gauche espagnole ne soutient pas forcément totalement Pedro Sánchez, qui n'a pas forcément été un premier ministre, enfin un président du Conseil totalement en conformité avec le contexte qu'il a vu arriver au pouvoir. Et moi je crois profondément au fait que il faille sur l'Espagne comme ailleurs repenser la manière dont on administre un territoire, et je crois qu'il faut pas aller vers des formes extrêmes de séparatisme ou d'indépendance, mais bien de comprendre que ce que réclament les citoyens en France, qu'ils soient gilets jaunes ou pas, c'est plus de démocratie. Et cette question est au cœur et sera au cœur des élections municipales et des élections européennes. Plus de démocratie, ça veut dire que ceux pour qui on vote et ceux qu'on élit remplissent leur mission. Merci monsieur Emmanuel Dupuis, merci mon Nassim Lach. À très bientôt. Merci à tous bien sûr. Tiens, demain on accueillera un nouveau venu, deux nouveaux venus d'ailleurs demain, notamment en écolo. Tiens, on fait dans l'écolo aussi à France Maghreb 2, c'est important. Europe Écologie Les Verts demain. Oui, il sera avec nous sur France Maghreb 2 entre 16h et 18h. Passez une excellente soirée et à très vite sur France Maghreb 2. C'est dommage, on n'a plus le temps, mais j'avais un petit truc sur Benoît Hamon là qui, à mon avis, vous allez être d'accord avec lui. Mais bon, tant pis, ça sera pour la prochaine. Monsieur Dupuis, merci beaucoup. Merci beaucoup. À très vite. Restez bien à l'écoute de votre radio France Maghreb 2. Nous, on est de retour demain, évidemment, sur France Maghreb 2 à 16h pour le LGF. Ça continue sur les réseaux sociaux, évidemment. Facebook, Twitter et Instagram. Il est 18h. Et c'est Marc Salbert pour l'actualité de ce soir. Bonsoir Marc.
Bonsoir. Le coup d'envoi à l'Assemblée de l'examen du projet de loi de Jean-Michel Blanquer sur la réforme de l'école. Un projet de loi qui prévoit notamment l'école obligatoire à partir de 3 ans, une refonte de la formation et de nouvelles écoles internationales. 1 millier d'amendements seront examinés d'ici à vendredi. Le vote solennel aura lieu mardi prochain. 2 ans de prison ferme pour le père d'un lycéen qui avait frappé le professeur de l'un de ses fils à Béziers vendredi dernier. Il voulait des explications sur l'exclusion prononcée contre son fils. À l'audience, le père de famille âgé de 38 ans a reconnu qu'il avait eu un mauvais comportement. La République islamique vaincra le complot américain, déclaration d'Hassan Rouhani aujourd'hui à Téhéran à l'occasion des célébrations du 40e anniversaire de la révolution islamique. Des centaines de milliers de personnes se sont rassemblées dans les rues de la capitale. Le président iranien s'en est également pris aux sionistes et aux États réactionnaires du Moyen-Orient. Reprise des négociations cet après-midi à Washington pour tenter d'éviter un nouveau shutdown. Au cœur des discussions entre républicains et démocrates, le financement de la sécurité aux frontières et notamment celui de la construction du mur réclamé par Donald Trump à la frontière mexicaine. Un film chinois retiré au dernier moment de la compétition au Festival de Berlin. One Second du réalisateur Zhang Yimou devait être projeté vendredi. Il a été retiré de la compétition officiellement pour des raisons techniques. Le long métrage raconte l'histoire d'un prisonnier chinois qui s'échappe de son camp de travail pendant la révolution culturelle pour aller au cinéma. Enfin, Alexis Pinturo remporte son premier titre de champion du monde à 27 ans. Il s'est imposé en combiné à Åre en Suède devant le Slovène Adalin. C'est la première victoire d'un Français dans cette discipline depuis 37 ans. Bonne fin de journée à tous. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb 2.